Salam alaikum, bismillah wa ala barakatillah, نبدأ la série تاع اليوم. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. معكم Nina Ben, جيتكم pour une nouvelle série de vidéos. Cette fois-ci, Inch'Allah, راح تكون une série plutôt dans le domaine pharmaceutique ou bien dans le domaine médical. كما قلت لكم في la vidéo اللي فاتت من قبل بين راح ندير des vidéos يكونوا des cours si on va dire des cours de médecine, des idées sur les différentes maladies. La première maladie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une maladie qui est neuropsychiatrique. Aujourd'hui, on va parler sur la maladie de Parkinson. Alors, c'est quoi la maladie de Parkinson? Comme définition, la maladie de Parkinson, c'est la pathologie neurodégestive la plus fréquente associant à un degré variable d'akinésie, hypertonie musculaire, bien rigidité musculaire et tremblement un tremblement de repos. On va tout d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire une maladie neurodégénérative. Alors avant de commencer, je m'excuse pour ce bruit des travaux, il y a des travaux juste à côté de nous. Alors bon bref, c'est pas grave. Alors une maladie neurodégénérative, ça veut dire une maladie dans laquelle les neurones ils vont se dégénérer. Qu'est-ce que ça veut dire dégénération? Ça veut dire ils vont être plus actifs ou bien ils vont mourir s'il le faut. Donc on a dit que c'est une maladie neurodégénérative. Les degrés, elle a des degrés variables d'akinésie. Akinésie, ça veut dire une absence de réponse musculaire. Une hypertonie, ça veut dire une réponse exagérée musculaire ou bien une rigidité musculaire. Et le tremblement de repos. Vous remarquez dans la maladie de Parkinson, chez les vieillards, leurs mains ne s'arrêtent pas de se trembler. Surtout s'ils vont prendre un objet ou autre, leurs mains restent tremblantes. Alors, on va passer au deuxième chapitre qui est la physiopathologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la physiopathologie de la maladie? Alors, ce sont des voies extrapyramidales, le rôle qui est dans le contrôle de la coordination des mouvements involontaires. Elle est constituée d'un équilibre de neurones dopaminergiques inhibiteurs et des neurones cholinergiques stimulateurs. Ça, c'est dans le cas normal, d'accord? La symptomatologie de la maladie Parkinson, il y a une atteinte dégénérative dans les neurones dopaminergiques. Ça veut dire il y a une absence ou bien une altération des neurones dopaminergiques. Ce qui va causer un déséquilibre entre les transmissions cholinergiques et dopaminergiques. Alors dans ce cas-là, l'acétylcholine il va augmenter et la dopamine elle va la dopamine et l'adrénaline ils vont diminuer. Alors on a ici un schéma qui va nous expliquer la différence entre l'état normal et l'état pathologique. Dans l'état normal, vous remarquez que l'acétylcholine il est à demi rempli, c'est dans notre cerveau. Aussi la dopamine. En cas de carence en dopamine, ce qui est mentionné au-dessus, il y a un excès d'acétylcholine pour compenser la carence de la dopamine. Alors, maintenant, on va parler de l'objectif thérapeutique de la maladie de Parkinson. Alors, le principal objectif de traitement, c'est de rétablir une neurotransmission aussi normale que possible. Ça veut dire, on augmente la transmission dopaminergique et ou en réduisant l'hypercholinergie. Alors, c'est ça le but du traitement. Pour les médicaments antiparkinsoniens, on commence par la première classe des médicaments, ce sont des médicaments dopaminergiques. Alors, pour les médicaments dopaminergiques, on a le levodopa, son mécanisme d'action. Lorsque je dis un mécanisme d'action, ça veut dire comment il va agir au niveau des récepteurs. Alors, le levodopa, il a deux sites d'action au niveau central ou bien au niveau périphérique. Alors, au niveau central, le L-dopa, pourquoi on dit L? Parce que c'est la forme lévogère qui est active. Alors, le L-dopa transformé en dopamine, c'est au niveau de la voie négro-striée ou bien au niveau de la voie tubéro
infundibulaire ou bien dans la voie mésolimbique et mésocorticale. Aussi dans l'arrière post-tellement, c'est le centre de vomissement. Alors, au niveau périphérique, ça c'était au niveau central. Au niveau périphérique, il a une action directe, ça veut dire dans sa première forme. Il va agir sur les récepteurs dopaminergiques D2 et sur les récepteurs alpha et bêta de la noradrénaline. Cette action, il a aussi une action indirecte, toujours au niveau périphérique, et c'est après sa transformation en noradrénaline. Maintenant, on va parler sur la pharmacocinétique. Qu'est-ce que ça veut dire la pharmacocinétique? C'est l'effet de l'organisme sur le médicament. Ça veut dire l'effet de notre organisme sur le lévodopa. Alors, la première des choses dans le métabolisme ou bien dans la pharmacocinétique, c'est l'absorption. Alors, pour l'absorption, elle se fait au niveau de l'intestin grêle. Le mécanisme, il est actif, ça veut dire qu'il nécessite une pompe. Cette pompe, elle est commune avec les acides aminés aromatiques. Donc ici, on risque d'avoir des interactions avec l'alimentation. Alors, le deuxième des choses, c'est le métabolisme. Le lieu de métabolisme, c'est toujours dans l'intestin, le sang ou bien dans les tissus périphériques. Alors, le principal métabolite, c'est la dopamine. La dopamine, elle a un effet indésirable au niveau périphérique. Alors, l'association de la lévodopa à un inhibiteur de la dopa décarboxylase périphérique, ça va ou bien l'association avec cet inhibiteur, elle va empêcher que la lévodopa pénètre ou bien traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc la lévodopa plus le benzérazide, ici on a le Modopar, qui est un médicament très connu, ou bien la lévodopa associée à la carbidopa, qui est le Sinemet. Alors c'était ça pour la lévodopa. Le deuxième type de médicaments dopaminergiques qui peuvent agir ou bien qui peuvent être utilisés lors de la maladie de Parkinson, ce sont les agonistes dopaminergiques. Alors pour ces derniers, ce sont des analogues naturels ou synthétiques de la dopamine. Qu'est-ce que ça veut dire un analogue? Ça veut dire qu'il va occuper le même site que celui de la dopamine. Alors il se fixe directement sur les récepteurs dopaminergiques, compensant le déficit en dopamine. Les propriétés pharmacologiques, ils sont similaires à celles de la lévodopa et ils sont classés en deux, en dérivés ergotés, ça vient de l'ergot de seigle qui est la bromocriptine, l'isuride ou bien la pergolide, et des dérivés non ergotiques comme l'apomorphine et le ropinirole. Alors la bromocriptine est indiquée également dans les cas d'une hyperprolactinémie, ça veut dire parce qu'elle cause certaines infertilités. Et maintenant, on va passer toujours dans les médicaments dopaminergiques, mais on va passer aux inhibiteurs de la dégradation de la dopamine. Ce sont des médicaments qui vont inhiber la dégradation de la dopamine. Donc la dopamine, elle va persister dans les synapses et du coup, on aura toujours son effet. Alors la première classe, c'est les IMAOB, comme la séligéline et la rasagéline. Il inhibe l'enzyme qui dégrade la dopamine libérée dans la synapse. Alors, associée à la lévodopa, elle permet d'améliorer les fluctuations d'activité chez plus de 50% des Parkinsoniens. Ça, c'est pour les IMAOB. Pour les ICOMT, alors on a l'entacapone et le tolcapone. Alors ces deux médicaments, ils vont ralentir le catabolisme de la lévodopa au niveau périphérique. Donc c'est l'inverse. C'est la lévodopa qui va persister au niveau périphérique. Ils permettent d'augmenter la quantité de la lévodopa au niveau du cerveau. Alors on passe maintenant à un schéma. C'est un schéma qui va résumer l'action de ces inhibiteurs de la dégradation de la dopamine. Comme vous voyez ici, on a la lévodopa avec l'entacapone ou bien le tolcapone. Ils vont inhiber sa dégradation, ça veut dire qu'ils vont agir sur les enzymes inhibiteurs, ainsi que la séligéline qui va inhiber les deux enzymes qui vont dégrader la dopamine. Et comme ça, on aura la lévodopa et la dopamine en quantité dans la synapse. Alors,
Pour les molécules, maintenant on va passer à la deuxième classe des médicaments antiparkinsoniens. Alors on a vu les médicaments dopaminergiques, maintenant on va voir les médicaments anticholinergiques. Qu'est-ce que ça veut dire anticholinergiques? Ça veut dire qu'ils vont agir sur l'acétylcholine et la noradrénaline. Alors les molécules, ce sont les trihexyphénidyl, ou bien ce qu'on appelle l'artane, le bipéridène, ou bien le tropatépine. Alors, leurs propriétés pharmacologiques, lorsque je parle des propriétés pharmacologiques, ça veut dire c'est la pharmacodynamique, d'accord? Alors, c'est au niveau central, on a un délire, des hallucinations, une somnolence et une amnésie. Au niveau périphérique, les propriétés pharmacologiques de type atropénique. Alors, ces médicaments sont indiqués pour certaines maladies, ou bien dans des stades de la maladie de Parkinson, lorsque la levodopa est contre-indiquée, ou bien elle est déconseillée. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'on a un syndrome parkinsonien induit par les neuroleptiques. Comme ça, on a terminé avec la deuxième classe des antiparkinsoniens. Maintenant, on va passer à la troisième classe. Alors, pour la troisième classe, il y a une seule molécule qui est connue, l'amantadine. Alors, elle est initialement utilisée comme un antiviral, ça veut dire qu'il dégrade les virus. Elle possède un effet antiglutamate et elle a une action, ou bien l'action antiparkinsonienne s'épuise au bout de quelques mois. Donc, c'est un médicament d'appoint seulement, pour les formes débutantes seulement. Alors maintenant, on va parler, après qu'on a vu tous ces trois types de médicaments antiparkinsoniens, on va choisir maintenant, ou bien on va voir les critères de choix thérapeutiques. Alors pour le premier critère, c'est le patient. Si le patient et son âge, bien sûr. Si le patient il a un âge inférieur à 60 ans, ici on utilise les agonistes dopaminergiques en monothérapie à dose progressive jusqu'à la dose maximale tolérée, qui va donner un handicap modéré. En plus, on va utiliser les agonistes dopaminergiques dose maximale tolérée, plus le levodopa à dose minimale efficace. S'il y a une gêne par l'handicap sévère, ça veut dire si le patient ne peut pas tolérer les doses les doses croissantes des médicaments ou bien des agonistes dopaminergiques. Alors, dans le deuxième cas, ce sont des patients qui ont plus de 70 ans. Dans ce cas-là, on utilise la dopathérapie, qui est la plus fréquemment utilisée à des doses progressives. Ça veut dire on commence par une dose faible, ensuite on augmente la dose jusqu'à avoir, bien sûr, toujours on compare l'effet de la dose avec la réponse du patient au médicament. Et s'il y a une fluctuation, on utilise les formes à libération prolongée et où on associe à un ICOMT ou bien à un IMAO-B. Alors, pour les patients qui ont un âge entre 60 et 70 ans, on associe l'agoniste dopaminergique, dopathérapie, en fonction de l'état général et cognitif du patient. Et maintenant, les filles, on va parler de la pharmacie clinique. Plutôt de la prévention de l'iatropathologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une prévention d'iatropathologie? Ça veut dire une prévention qu'on doit la faire pour ne pas avoir un effet iatrogène du médicament. Ça veut dire son interaction avec un autre médicament, ou bien en résumé, c'est la toxicité du médicament. Donc, on commence par les contre-indications. Alors, pour chaque médicament, il y a une contre-indication. Les médicaments qui ont été déjà cités. Donc, on a le levodopa. Il est contre-indiqué contre les psychoses graves, détérioration intellectuelle grave. Pour les agonistes dopaminergiques ergotés, ils sont déconseillés en cas de troubles psychiques sévères, d'hypersensibilité aux dérivés de l'ergothècle, ainsi que les agonistes dopaminergiques qui sont non ergotés. On a vu la différence entre les deux agonistes. Alors, ils sont contre-indiqués dans la psychose grave et les détériorations intellectuelles graves et en cas d'une insuffisance hépatique. Pour les IMAO-B, comme un exemple, la razagiline, elle est contre-indiquée en cas d'une insuffisance hépatique grave. Pour les ICOMT, ils sont
contre-indiqué en cas d'une insuffisance hépatique. Après cela, on va passer aux interactions médicamenteuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une interaction médicamenteuse? C'est une interaction entre deux médicaments, soit au niveau de la pharmacocinétique, ça veut dire au niveau du trajet du médicament dans notre organisme, ou bien au niveau des récepteurs. Alors, pour les interactions médicamenteuses, pour chaque élément sont les suivants. Alors, le médicament antiparkinsonien, l'autre médicament qui peut avoir une interaction médicamenteuse avec lui, le niveau de l'interaction, ça veut dire à quel niveau, l'absorption, distribution ou bien l'élimination, et aussi le mécanisme et les conséquences de cette interaction médicamenteuse. Donc on commence avec la lévodopa. Alors, la lévodopa, elle interagit avec les antipsychotiques. Le niveau d'interaction, c'est au niveau de l'absorption, la distribution et même au niveau de l'élimination du médicament. Les conséquences, ces médicaments, je parle des antipsychotiques, ce sont des antagonistes réciproques à la lévodopa. Donc, le deuxième médicament, ce sont les agonistes dopaminergiques. Ces derniers, ils vont aussi avoir une interaction médicamenteuse avec les antipsychotiques. C'est au niveau de l'absorption, la distribution, bien la clairance. Et ce sont des antagonistes réciproques. Ça veut dire ces derniers, ils vont occuper les récepteurs de ces deux médicaments antiparkinsoniens. Alors, les agonistes maintenant dopaminergiques de type ergoté, ils interagissent avec trois médicaments, avec les alcaloïdes de l'ergotsegl, avec les macrolides et avec les sympathomimétiques alpha. Alors, pour les alcaloïdes de l'ergotsegl, comme ils sont de même origine, donc c'est au niveau de l'absorption et la distribution, on a un risque de vasoconstriction et poussée hypertensive. Donc pour les médicaments, les macrolides, qui sont des antibiotiques, le niveau de l'interaction, c'est au niveau de l'absorption et la distribution. Ils vont donner un surdosage par une inhibition enzymatique de l'élimination des agonistes dopaminergiques ergotés. Alors pour les sympathomimétiques alpha, c'est au niveau aussi de l'absorption et la distribution, on a un risque de vasoconstriction et une poussée hypertensive. Alors pour les IMAO B sélectifs, ils vont agir avec les IMAO A sélectifs et plus spécifiquement c'est le meclobémide, le bupropion, le triptane qui est un antimigraineux, c'est au niveau de la clairance rénale ou bien au niveau de l'élimination. Donc ils sont contre-indiqués avec ces derniers. Le risque de vasoconstriction est poussé hypertensif aussi. Alors, j'ai oublié deux éléments. Sont le pétidine et le tramadol. Aussi, ils ont une interaction médicamenteuse avec les IMAO B sélectifs. Ils sont contre-indiqués carrément en cas de ce traitement parce qu'on a un risque de syndrome sérotoninergique. Alors, on passe maintenant à l'entacapone. Il interagit avec les IMAO non sélectifs, donc il est contre-indiqué dans ce cas parce qu'on a un risque de vasoconstriction et poussée hypertensif. Alors, pour la prévention de l'iatropathologie, on a deux volets. Le premier volet, c'est la prévention des risques majeurs. Ça veut dire un risque majeur. Ça veut dire que c'est un risque où le potentiel ou bien le pronostic de vie il est mis en jeu ou bien les grandes fonctions du corps peuvent être altérées. C'est pour ça on cite les contre-indications et aussi les interactions médicamenteuses dans ce cas-là. On a un deuxième type de prévention qui est la prévention des effets indésirables. Alors ces effets, ce sont des effets qui sont parallèles avec l'utilisation du médicament, qu'on ne peut pas s'en passer de ces effets indésirables, mais on peut les éviter. Et l'apparition de ces effets indésirables, elle est différente d'un patient à un autre. Alors, on va commencer avec la dopathérapie. On a les troubles digestifs comme la nausée, le vomissement, l'anorexie. Il augmente l'augmentation progressive de la posologie,
elle va faire apparaître ces derniers troubles. Aussi, l'administration d'agents procinétiques comme la dopéridone, elle va favoriser les troubles digestifs. Alors, les fluctuations motrices, comme vous voyez dans le schéma, c'est ça les fluctuations motrices lors de la dopathérapie, c'est-à-dire des hauts et des bas, des changements de dose si on veut, et de risques motrices. Alors, ces fluctuations motrices, on a une akinésie de fin de dose lors de l'augmentation de la posologie. Pour l'éviter, il faut utiliser les formes à libération prolongée. On a une dyskinésie de milieu de dose. Il faut la substituer une partie de la dose par un agoniste dopaminergique. Les psychoses médicamenteuses aussi font partie de prévention des effets indésirables de la dopathérapie. Alors pour les éviter, il faut diminuer la posologie. La dépression aussi, c'est un traitement, ou bien on associe un traitement antidépresseur en évitant les interactions possibles avec la séligéline, l'antidépresseur sérotoninergique et les IMAO non sélectifs. Et maintenant, on va passer au 5e chapitre ou bien au 6e chapitre qui est le conseil aux patients. Alors, pour les conseils de patients, il y a deux volets, l'hygiène de vie et la prise de médicaments. Pour l'hygiène de vie, il faut avoir un exercice physique régulier, la marche par exemple. Il faut avoir une bonne alimentation riche en fibres végétales. Il faut éviter la constipation parce que ça va influencer sur le patient négativement. Aussi une bonne hydratation, une bonne mastication des aliments et aromatisation des aliments si c'est nécessaire. Par exemple les épices, les herbes, etc. pour stimuler l'appétit. Alors le troisième conseil pour l'hygiène de vie, c'est espacer la prise d'aliments riches en protéines avec la prise de la lévodopa. Pour la prise de médicaments, les conseils donnés sont les suivants. Le lévodopa, il faut le prendre à distance des repas. Les agonistes dopaminergiques au milieu des repas. Les anticholinergiques, passage progressif de position corporelle. Alors on a un risque d'hypertension ou bien d'hypertension orthostatique au réveil. Donc il faut surtout se réveiller lentement. Le quatrième conseil, c'est d'éviter d'associer d'autres médicaments, d'autres médicaments ou bien l'associer à l'alcool. Et le dernier conseil pour le client, c'est de ne jamais arrêter le traitement brusquement. Alors sur ce, mes sœurettes, on vient de clôturer cette vidéo et de terminer le cours. J'espère que vous avez aimé l'explication, c'était bien clair. Donc si vous avez bien suivi l'explication et ça vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et des sujets sur des maladies que vous voulez que je vous l'explique. Et ciao ciao, à très bientôt.